L'idée, c'est qu'on fasse un webinaire flash qui va durer 20 minutes max. Donc voilà, l'idée, c'est que voilà, on puisse finir pour midi. On va vous expliquer comment nous, on crée une charte édito du coup, chez Tierfest pour nos clients. C'est vraiment l'étape principale et la première étape avant de commencer à travailler pour l'un de nos clients. Parce que c'est vraiment la base des bases à faire quand on veut cartonner sur les réseaux sociaux. Et c'est un exercice intellectuel intéressant de se dire être remarquable, c'est quoi? C'est être distinct de ses concurrents. Et comment on fait pour que votre identité respire profondément dans cette charte éditoriale. Donc c'est un exercice, des fois, qu'on peut penser à un exercice de style, mais c'est surtout un exercice qui doit être très activable. L'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'en tomber dans une charte éditoriale très écrite et peu activable. Et nous, ce qu'on dit à l'agence, c'est des fois des chartes édito un peu bullshit. Non, il faut quelque chose de très précis et qui ait des objectifs derrière. Donc ça répond à cette question. L'idée de ce webinaire, c'est de vous prouver que la charte éditoriale n'a pas été inventée par les agences de com juste pour ajouter une ligne de budget. Souvent, on pourrait penser que c'est parti des petites lignes en plus et que ça ne sert pas à grand chose, alors que c'est très très utile. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rentrer dans le détail. Et en plus, chez Tierfest, on n'en rajoute même pas une ligne. Bon, ça, Mélanie nous a dit qu'on ne devait pas le dire, mais c'est cadeau chez Tierfest. Avec le code webinaire, je pense que vous avez une petite ligne édito. Webiben, vous avez moins 10%. Et surtout, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, parce qu'en fait, on perd un peu de temps en amont pour créer la ligne édito. Et en fait, après, ça roule et il n'y a aucun problème. L'idée, c'est vraiment de créer un peu la base. On a tendance à dire que c'est souvent le plan avec l'architecte pour vraiment réussir à construire la maison avec des fondations très solides. Et à la fin, ça doit devenir un réflexe. Au début, nos équipes s'y réfèrent, mais à la fin, ça devient un réflexe. Vous devez la connaître, la maîtriser, et ça doit être quelque chose qui doit faire partie aussi de vos réflexes quotidiens. Les questions à se poser avant de la créer. On a mis une petite définition de la charte édito. Alors maintenant, on l'a fait avec notre meilleur ami, on l'appelle Robert. Et en fait, c'est ChatGPT, Robert. On lui a donné un nom parce que sinon, ChatGPT, c'était pas... En tout cas, c'est pas leur meilleur mot en termes de nom. L'objectif de cette définition, c'était de poser quand même les bases. Et elle était plutôt bonne. Donc l'objectif, c'était d'établir des règles claires. C'est un point qui est aussi hyper important sur les tonalités, le style, la fréquence, les sujets, les objectifs de publication. Même nous, il y a des éléments aussi qu'on met en période de crise, comment répondre. Comme vous le savez, on travaille beaucoup dans le monde de l'agroalimentaire et donc des crises peuvent survenir et souvent elles arrivent, en tout cas elles sont détectées par les réseaux sociaux. Donc tous ces éléments-là doivent être très clairs, la charte de modération, tous ces éléments-là. Aujourd'hui, un élément aussi, au-delà de tous ces aspects techniques dans lesquels on réfléchit, c'est aussi sur ces piliers de contenu. Cette charte éditoriale va se baser sur des formats, mais au-dessus des formats, on définit différents piliers. Et notre mécanique pour réussir à les réfléchir, c'est qu'on souvent donc, nos marques vont vendre un produit et donc on se dit nos piliers vont être autour du produit. Nous, ce qu'on se dit, c'est d'abord on le réfléchit de manière un peu chronologique, c'est-à-dire avant un produit, il y a quoi? Il y a des collaborateurs, des salariés qui ont réfléchi le produit, qui l'ont pensé, qui l'ont créé, qui c'est parti en production. Et donc, comment on peut amener d'abord dans nos piliers, dans notre charte éditoriale, comment on communique sur cet amont. Ensuite, il y a le produit, comment on fait pour parler du produit sans être chiant. C'est-à-dire, c'est pas juste une photo produit en disant c'est le meilleur, c'est le mettre en situation. Nous, aujourd'hui, pour les produits de l'agroalimentaire, la recette permet de montrer le produit et de le rendre activable. Et ensuite, notre dernier pilier, c'est un peu comme ce qu'on faisait quand on était à l'école, cette notion d'ouverture et qui fait écho à notre notion de média. Comment on fait pour, sur ce dernier pilier, ouvrir les chakras de notre communauté? Et l'exemple qu'on prend régulièrement, c'est sur Armor Délices, où on l'a vu au milieu dans cette notion de produit, on voit comment le produit vit chez le consommateur. Et dans le pilier média, on va se poser la question de qui on est. On est une marque bretonne et donc on va élargir un peu nos chakras, on va plus parler de produit, mais on va parler de comment ce produit s'inscrit dans la Bretagne et donc on va commencer à élargir. C'est aussi une mécanique assez simple, l'amont produit, le produit et l'après-produit pour réussir à réfléchir dans votre charte éditoriale au format, en plus bien sûr de la tonalité, style, fréquence, tous ces éléments-là. En résumé, petit mème pour vous expliquer. Du coup, notre objectif, c'est pas de créer une charte édito classique, mais une charte édito qui défonce. Comment? C'est simple, en fait, avec une vision marketing com sur les réseaux sociaux et surtout avec toutes les choses qu'on a pu itérer depuis plusieurs années. Faut savoir une chose qui est importante pour nous, c'est que depuis
quelques temps, en fait, on teste beaucoup de choses pour nos clients. Et notre ambition, c'est de pouvoir vraiment créer un travail commun avec eux, dans le sens où, en fait, chaque chose qu'on teste et qu'on met en place là-dessus, qu'on puisse vraiment s'améliorer progressivement. La charte édito, c'est pas quelque chose qui est gravé et qui bouge plus, c'est plutôt quelque chose qui peut évoluer. Donc, il y a 3 avantages là-dessus qui sont importants. C'est un document de référence qui permet en très peu de temps de pouvoir prendre des décisions. Aujourd'hui, il y a une situation qui est donnée, on a une problématique, quelle décision on prend? La décision, c'est la charte édito qui fait foi, tout ce qui a été validé sur cette charte-là permet de nous prendre la meilleure décision. Elle nous permet aussi, du coup, à introduire de nouveaux interlocuteurs. C'est simple, il y a une nouvelle personne qui rejoint votre équipe projet. Derrière, c'est important qu'il ait cette charte en tête pour pouvoir aussi prendre des décisions, pouvoir orienter ses réflexions. Ça va en interne, en externe, etc. Même des fois, c'est important de pouvoir le montrer aux différents on va dire, acteurs du coup, de votre entreprise. Ça permet de voir un peu ce qui est fait. Et moi, le plus intéressant, c'est aussi ça permet de garder un historique de ce qui a été testé. Donc une charte édito, c'est vraiment, on va dire, le carnet de bord de ce qui est fait du coup sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime bien, c'est de se dire qu'en fait, on itère beaucoup, on teste plein de choses. Et c'est là qu'il y a vraiment un intérêt, c'est qu'on puisse voir l'évolution. Des choses qu'on avait testées il y a 1 an, aujourd'hui peut-être elles peuvent fonctionner. Donc en fait, on peut se baser sur ce qui a été fait, du coup, et qui avait été testé pour prendre de meilleures décisions. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'écueil d'une charte édito qui reste fixe. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un cadre, et dans ce cadre-là, on peut créer, tenter les choses. C'est pas parce que dans la charte édito, on a pensé à X nombre de formats au départ qu'on peut pas continuer à tester de nouveaux formats. C'est notre gros enjeu aujourd'hui chez Tirefest, c'est de spotter des formats qui cartonnent et de voir comment on peut les remasteriser et les adapter aussi à nos marques. Et donc là-dessus, restez pas figé parce que vous avez une charte édito et que c'est noté dans la charte édito. Marie, tu avais une question qui était assez intéressante dans le sens où pour qui ça s'adresse une charte édito. Donc l'idée, c'est qu'en fait, chacun puisse en faire une à certains niveaux de détail. Par exemple, vous êtes une grosse entreprise agroalimentaire. En fait, on va la travailler de manière assez poussée. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez une plus petite entreprise, faites quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que vous allez gagner en agilité. L'idée, c'est qu'en fait, plus votre entreprise est grosse et plus elle a de vécu et on va dire un background, d'ailleurs, plus c'est intéressant de réussir à la pousser. International chez Tirefest. Les States, on est là. Par contre, du coup, si tu es entrepreneur ou tu as lancé dans ton entreprise, tu n'as pas forcément du coup un historique fort. Donc reste agile parce que sinon tu vas faire, on va dire, des thèses sur des choses qui tu as très peu de matière. Donc voilà, l'idée c'est de rester agile. Gardez ça en tête. Question d'Olivier qui nous a... Charte édito, vous incluez l'aspect graphique, charte graphique, etc. Oui, on inclut tous les éléments. La charte graphique est dedans, tous les éléments graphiques sont dedans, la direction artistique est dedans, etc. etc. Et Olivier, tu vas voir ça apparaître du coup dans les slides suivants. On a fait un petit détaillé de ce qu'on fait du coup dans nos chartes édito. Parfaite transition, Olivier, merci beaucoup. Olivier est parmi nous, c'est pour ça qu'il nous aide sur les transitions. Très beau photomontage. Réalisé grâce à une IA, bien sûr, sinon ça serait pas aussi bien fait. On a l'impression qu'ils ont des masques avec nos têtes. Non, vraiment, cette image-là, elle est intéressante dans un truc, c'est juste pour symboliser le travail qui est fait. Souvent, avec les gens de la team Tirefest, j'ai mis nos gueules avec Glenn, mais c'est plutôt à montrer tout le travail de recherche. En fait, on est des scientifiques et en fait, on teste beaucoup pour trouver la bonne formule. La formule, elle n'existe pas, mais du coup, on doit tout faire pour réussir à la trouver ou s'en approcher. Donc voilà, c'est vraiment notre travail et c'est pour ça qu'on utilise des super outils. Alors, si vous êtes dans un groupe agro, dans une grosse entreprise, forcément vous avez dû entendre parler il y a quelques temps du coup des plateformes de marque. Souvent quand les entreprises ou les agences de communication arrivent avec un projet qui se base sur une plateforme de marque pour réussir à trouver les bonnes idées, réussir vraiment à coller avec l'ADN de l'entreprise et la direction dans laquelle elle va. Ce qui est important pour la partie social media, c'est qu'en fait on fasse une plateforme de marque simplifiée. Donc on vous a mis un petit graphique à côté. L'idée, c'est pas qu'on aille dans le détail, mais qu'on prenne les informations pour qu'en un coup d'œil, on puisse avoir un condensé de cette plateforme de marque. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas qu'en fait, on ait à relire tout à chaque décision, mais quand on se pose une question sur un format, on puisse typiquement réussir à se dire, clairement, aujourd'hui, on se base sur les petits éléments de réponse et les questions, etc. On me dit dans l'oreillette qu'on est un peu lent. Donc on va essayer de speeder un peu. Un élément, on va rester un peu lent. Ouais. Un élément sur lequel
J'aime bien résumer un peu cette plateforme de marque. Pour moi, la plateforme de marque, encore une fois, c'est pas juste un exercice de style pour le faire. C'est vraiment pour amener aussi une vision. C'est-à-dire qu'on des fois, on pourrait presque essayer des fois de résumer tous ces éléments-là en une vision, une phrase qui doit nous amener et de se dire quand on crée notre planning éditorial où on doit amener la marque et à chaque fois, c'est quoi les petits steps qu'on doit faire. Donc cette phrase-là, faut vraiment se la répéter en permanence quand on est une marque et est-ce qu'on est dedans ou pas et est-ce que on appuie ça. C'est pas juste sur les réseaux sociaux de répondre à des enjeux de tendance ou autre. La tendance, c'est bien, on peut l'adapter, mais seulement si ça répond à cette vision et cette plateforme de marque. Donc n'hésitez pas du coup à en faire un condensé, ça servira à tous les acteurs de votre projet. Souvent le rôle des chefs de produit, de pouvoir vraiment faire un bon petit condensé et après travailler en collaboration du coup avec les agences ou les freelances qui bossent sur le projet. Autre chose qu'on aime bien faire, c'est les personas. Donc les personas, on entend parler depuis 10 ans. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la symbolique des Sims. Pour ceux qui ont reconnu du coup le petit icône à côté, c'est qu'en fait, on veut toujours quelque chose de simplifié. L'idée, c'est pas qu'on aille dans un personnage dans le détail, qu'on connaisse toutes ses habitudes, etc. Je veux juste savoir ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait, et surtout, derrière, quelle posture il aura suivant le contenu qu'on va lui pousser. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre objectif, c'est que nos community managers, nos équipes de production puissent se mettre dans les baskets de la cible. Et il n'y a rien de mieux quand la personne est incarnée, donc quand on a un persona type. Même Glenn en parlait tout à l'heure de ChatGPT, etc. Typiquement, si on connaît le persona, c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire les bonnes requêtes, les bonnes demandes, etc. Donc, mettez-vous à la place dans les baskets du coup de votre cible. Et pour ça, il faut l'avoir défini en amont. Les personas sont très cool pour ça. Un élément aussi par rapport au persona, nous plus social media, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où vous l'avez défini, vous allez voir, vous prenez un persona type, vous le rendez le plus concret possible et vous allez voir qu'est-ce qui peut suivre sur les réseaux sociaux comme créateur de contenu, comme influenceur, comme média. Et ça nous permet de le rendre le plus concret possible, de se dire, on prend, je sais pas, une mère de famille de 35 ans, passionnée par la cuisine, qui elle va aller suivre, qu'est-ce qu'elle va aimer voir sur les réseaux sociaux et comment la marque peut appréhender ces différentes choses. Rendez les personas les plus concrets possibles parce que combien de fois on a vu des personas, on les a fait une fois parce que encore une fois on voulait faire l'exercice, mais en fait à la fin ils sont dans le drive et ils servent strictement à rien. Essayez de les rendre vraiment le plus concret possible. Du coup, petite astuce, moi quand je crée un persona, aujourd'hui maintenant je me base sur quelqu'un qui existe déjà. Typiquement, ça peut être un ami de mes parents, ma mère, etc. Et l'idée c'est qu'en fait je puisse me projeter vraiment quand je le vois et que je puisse avoir vraiment un historique de ses actions et de ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc ça c'est vraiment plus intéressant. C'est pas un personnage pour faire du market. L'idée c'est pas de faire des personnages, faire des personnages. On n'est plus à l'école quoi. Ouais. Des fois on a vraiment l'impression encore, quand on échange avec des marques, qu'on est dans des choses très scolaires. Alors l'enjeu c'est surtout d'avoir un retour sur investissement et qu'on soit au rendez-vous sur les objectifs. Slide hyper clé, parce que là, ces petits trucs nouveaux chez Tierfest, Glenn va en parler. En gros, on avait un enjeu dans ce travail-là de devenir remarquable pour nos marques, qui était aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a énormément de contenu qui circule, beaucoup de contenu recettes, et comment on fait pour que les contenus de nos marques soient remarquables, c'est-à-dire que soient distincts des autres contenus. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui sur le digital, c'est qu'on a une mémorisation beaucoup plus faible du contenu. Là où des fois, certaines de nos marques vont sur la TV où il y a une mémorisation plus importante. Nous, on s'est demandé comment au digital, on pourrait avoir des directions artistiques très identifiées. Et en fait, on recrée là pour tous nos clients, c'est en cours, des directions artistiques où en fait, on va reproduire une cuisine, nous, en interne chez Tierfest. Et quand vous allez voir une cuisine, là c'est pour l'Euster par exemple, où il y a des codes, du rouge, des éléments, différents éléments, comment on va faire pour que celle-ci puisse être très identifiée, qu'on puisse être chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'on crée de la proximité et surtout on va identifier avec des éléments un peu forts, des couleurs. Encore une fois, là c'est en cours, on est en train encore de définir et d'affiner les choses. Là dans les mois prochains, ça sera encore plus fort. Je sais que sur Savéole aussi, on le teste beaucoup en ce moment. Donc vraiment, l'objectif c'était d'être qu'on puisse, quand on scrolle dans notre fil Instagram, on puisse tout de suite être captivé. Ah ouais, ça c'est une recette d'Euster, je les aime bien, je les adore. Et comment on va faire pour être le plus identifié possible.
Donc vraiment réfléchissez aussi en décloisonnant les choses et en ayant aussi un regard très pratique là-dessus. Et quelques itérations aussi dans l'esprit où on se dit aujourd'hui, il y a beaucoup de recettes, on va dire, de marques qui font beaucoup trop fake et trop marketing. Et du coup, en fait, c'est pas dans les habitudes de conso des utilisateurs. Donc, on a fait de la veille, de la recherche, de l'analyse des personas et on s'est rendu compte qu'ils voulaient quelque chose d'authentique, d'où recréer des cuisines. Complètement, et par exemple même dans la direction artistique de comment on filme une recette, avant on filmait, le chef était derrière et aujourd'hui en fait on va voir les mains donc on va être beaucoup plus inclus dans l'image. Donc ça c'est des éléments aussi qu'on vient bouger dans notre charte éditoriale globale pour continuer à rentrer encore plus dans la tête de nos personas et de se dire qu'en fait on n'est plus une marque, on est beaucoup plus proche d'un créateur de contenu qui aide à soit utiliser les produits, soit trouver des astuces, des contenus qui vont les intéresser. Et c'est pour nous là, en tout cas la réflexion qui nous excite le plus, de se dire comment on arrive au plus proche de ça. Olivier demandait des masterclass. Il nous fait une super passe D pour faire la pub pour le compte Insta de Tirefest. N'hésite pas à aller sur les réseaux de Tirefest pour voir tous les contenus qu'on crée pour nos clients, où en fait on se base vraiment sur une plateforme de marque. Vous pouvez voir qu'il y a un univers qui est vraiment unique pour chacun de nos clients. L'objectif c'est de pouvoir créer une expérience, c'est vraiment ici les plateformes de marque en collaboration avec d'autres agences, avec des chefs de produits, etc. On a un gros travail, un gros big up aux chefs de produits qui font un taf monstrueux depuis quelques temps sur les marques avec qui on bosse et souvent qui nous font de belles passes D pour créer des contenus qui sont percutants. Compliqué en plus de partager vraiment des plateformes de marque de nos clients parce que ça reste des éléments confidentiels ou d'autres leurs concurrents en tout cas essayent de les spotter. Mais notre vrai enjeu, je prends un exemple, on travaille beaucoup en ce moment sur Donna, une marque qu'on accompagne là, depuis quelques mois, sur aussi l'évolution de leur plateforme de marque et comment on fait nous aussi pour les réseaux sociaux pour accompagner sur différentes étapes où des fois la plateforme de marque peut être au départ très orientée produit, puis des fois aller vers d'autres objectifs. Et donc nous, comment on accompagne aussi ces différents éléments. Souvent, nous, chez Tirefest, on travaille en collaboration avec des agences conseils un peu plus globales. Et nous, notre enjeu, encore une fois, c'est de voir cette plateforme de marque, de la simplifier un peu, en tout cas pour qu'on ait la vision, et ensuite de la rendre la plus activable possible avec des éléments comme la direction artistique qu'on peut vous montrer là en ce moment. Sinon, si vous voulez un bon exemple de contenu à aller suivre, etc., c'est tous les marques de DNVB, où en fait ils ont fait un gros travail. Ils sont créés à la base sur des plateformes de marque très digitales. Et du coup, en fait, ils ont beaucoup moins de contraintes, ils peuvent créer beaucoup plus de contenu différenciant. Donc n'hésitez pas à les suivre. Un exemple de calendrier édito. Donc ça, c'est un travail que l'on fait. Donc c'est une ressource qui est clé. Elle paraît simple de cette manière, esthétiquement. Mais en fait, l'idée, c'est que grâce à ça, vous pouvez vraiment piloter votre charte édito contenu assez facilement. Je m'explique. Du coup, distinguer vidéo, photo, graphisme. Ça représente du coup les 12 contenus qu'on peut créer tous les mois pour nos clients. Et en fait, le contenu tout en bas à droite, c'est le premier contenu. Le contenu tout en haut à gauche, c'est le dernier. Ça représente un feed Instagram. Pourquoi sur Insta? Parce que Insta, c'est le seul qui a un feed. C'est le seul réseau où il y a un feed qui est défini. Un TikTok un peu, mais TikTok, il n'y a pas de miniature belle. On va dire, c'est des captures d'écran pixelisées. Du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir définir combien de vidéos, combien de photos on fait tous les mois et quels sont les contenus qui sont en photo et quels sont les contenus en vidéo. À partir de ça, le CM fait presque un copier-coller de ces contenus et peut du coup les dupliquer tous les mois avec quelques petites nuances suivant les temps forts commerciaux. Et l'idée, c'est qu'avec cette base qui va aider, on puisse faire ce qu'on veut et surtout avoir un gain de temps parce que c'est cadré et ça va aider avec l'équipe projet interne. Après, un autre exemple, c'est un contenu qu'on avait réalisé pour quand on fait des appels d'offres pour nos clients, souvent on se challenge à créer des contenus. L'idée, c'est de pouvoir créer un contenu qui était marquant. Donc, juste pour que vous puissiez avoir en tête, c'est un contenu marque employeur. L'idée, c'était de pouvoir mettre en avant les différents collaborateurs. Vous pouvez voir quelques personnes de la team Tirefest, peut-être qui sont aussi dans le chat là pour nous faire un petit coucou. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à la fois, on est un visuel de ce que c'est le format, donc on est un pilote, et à côté de ça, qu'on ait toutes les caractéristiques. Donc, vous pouvez voir à gauche, du coup, on a un tableau avec les besoins pour chaque contenu, avec une direction, etc. L'idée, c'est que quand on crée un contenu, on a un peu une fiche technique pour que derrière, on puisse le reproduire assez facilement. On a la même chose avec les lights, le fond, les planches, etc., toute la partie DA technique. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'une fois qu'un contenu est validé par un client, on puisse le reproduire
facilement pour ce même client et qu'on n'ait plus de questions à se poser. Tu vas? Ouais, je peux y aller, mais du coup, juste pour information, on utilise depuis peu du coup Notion. Notion, c'est notre outil de gestion interne où en fait on a créé un wiki, donc un vrai espace. Alors, c'est l'occasion de faire un petit coucou à Thomas qui a mené, du coup notre associé qui a mené ce projet. L'idée c'est qu'on puisse en fait référencer toutes les informations qu'on peut avoir sur un client au même endroit. Notre objectif c'est vraiment de pouvoir se sécuriser. Et derrière, qu'on puisse surtout avoir une dimension où en fait, tout ce qu'on idée, tout ce qu'on met en place, on puisse en fait le retrouver au même endroit et que ça soit en fait avec un bel historique, qu'on puisse à chaque fois qu'on va créer un shoot ou créer un planning contenu, on puisse s'y référer. Et un petit élément aussi sur le ton à aborder, c'est vrai que dans cette charte éditoriale, bien sûr, il y a cet aspect visuel, mais il y a aussi cet aspect ton qui doit ressortir. Et nous, notre prisme chez Tirefest, hein, c'est de créer une proximité avec le consommateur. Et donc là-dessus, on pousse aussi nos marques. C'est vrai que des fois, beaucoup de marques ont envie de créer de la distance, vous voyez, ne pas être trop proche. Nous, on est beaucoup plus à dire l'objectif, en tout cas une marque qui réussit sur les réseaux sociaux, c'est une marque qui est devenue presque amie avec ses abonnés. Et donc d'orienter le ton, que ce soit dans le wording, dans les stories ou autre, vraiment dans cette philosophie-là. Après, on peut utiliser bien sûr différentes tonalités, mais en tout cas, notre vision là-dessus, et la vision que je pense vous devez avoir aussi, c'est comment vous créez de la proximité avec votre cible. Après, des fois, sur certaines marques, on doit garder un tout petit peu plus de distance, mais en tout cas, nous, et on le voit même sur des marques de luxe, souvent il y a beaucoup de marques un peu haut de gamme qui disent non, je préfère garder une certaine distance parce que je fais du haut de gamme, mais c'est quelque chose qui est en train d'être complètement décloisonné. Et souvent, l'exemple que j'utilise, c'est dans la mode qui est souvent un peu en avance. Si on prend une marque comme Jacquemus, ben en fait, si on prend son fondateur, Simon, ben en fait, il décloisonne complètement, il crée une vraie proximité. Et en fait, même aujourd'hui, dans le luxe, les gens ont envie d'être proches. Donc, souvent, je pense que l'excuse qui est derrière, c'est que en créant une distance, on pense protéger sa marque, mais l'objectif, c'est pas de protéger sa marque, c'est vraiment de créer de la proximité et puis de vendre. C'est pour ça qu'on crée aussi une charte de modération donc avec nos clients sur qu'est-ce qu'on dit dans telle situation, etc. Et du coup, c'est ce que je disais, on documente tous les feedbacks de nos clients. L'idée, c'est qu'on soit meilleur chaque mois. Ça, c'est vraiment une de nos valeurs chez Tirefest et on est intransigeant avec nos équipes. C'est qu'en fait, quand on fait une erreur ou qu'on fait un truc qui ne performe pas comme on avait en tête, comment on fait pour s'améliorer le mois suivant. Et ça passe par les feedbacks et par, on va dire, l'itération et la documentation. Et l'analyse. Analyser, le gros avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on voit très vite si un contenu performe ou non. Et il ne faut pas se cacher, ah non, c'est l'algorithme qui fait ça. Non, non, c'est pas une question d'algorithme, c'est une question, est-ce que ton contenu il performe ou est-ce qu'il ne performe pas. Donc tu ne te caches pas et tu regardes les chiffres. Et si ça ne fonctionne pas, bah, tu changes. Nous, c'est notre vrai enjeu. Ça nous arrive de nous tromper. On pensait que ce contenu allait fonctionner et des fois, ça ne fonctionne pas. Heureusement, ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas, mais pour autant, ça n'empêche pas d'aller toujours chercher ce 100% de contenu qui peut performer pour nos marques. Donc vraiment, mettez-vous dans cette notion de feedback et d'itération et d'amélioration continue. Donc, si vous avez aimé ce webinaire qui était quand même flash, on a essayé de faire vite avec Glenn, hein. On avait prévenu que... C'est pas mal, midi 2. Ouais, midi 2, c'est bien. Vous pouvez aller un peu plus loin du coup en vous abonnant du coup à notre newsletter où derrière en fait on aura plus d'informations et surtout des contenus on va dire réguliers toutes les semaines. L'idée et l'objectif c'est que en fait, ces webinaires-là soient aussi un moyen d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Instagram, etc. pour que derrière on puisse du coup accompagner votre réussite sur les réseaux sociaux. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez même des prochaines envies pour d'autres webinaires ou autres. N'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir. Si on passe du temps aussi là-dessus, c'est surtout pour vous aider. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous le dire. Exactement. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais. Allez. C'est pour Tom derrière la caméra et Lorraine. C'est pour leurs OKR. Qu'est-ce que vous allez manger ce midi? Qui va devenir le gimmick de fin. Francis, on mange quoi? On a faim. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Dans tous les cas, on reste à votre dispo. Dites-nous si vous voyez des améliorations. Des fois, on est un peu décousu parce qu'il y a plein de choses dans notre tête des fois qui se cognent.
Mais n'hésitez pas à nous dire si vous voyez des points d'amélioration ou autres. Bon, ben, ciao, ciao. Vous êtes toujours 28 à nous regarder, à Ouais. attendre. Donc, je pense que Pas de questions? vous espérez qu'il y a des questions. Mais, Ouais, ok, bon, on a des likes, des cœurs, etc. Donc, c'est cool. cœur. Bon, see you. On se dit Ciao. à très vite sur les réseaux. Bon appétit. Bon appétit. Ciao.